janvier 2026 ouvre sur une scène inhabituelle où deux océans semblent répondre au même signal. À Adougou, les sirènes s'éteignent tandis que la foule occupe les rues, exactement au moment où, à Simonstone, des bâtiments chinois et russes redessinent l'horizon maritime. Pour Ibrahim Traoré, ce synchronisme dépasse la coïncidence et pose une question directe au monde ordinaire. Que vaut une souveraineté terrestre si les routes maritimes restent sous contrôle extérieur et qu'implique ce basculement pour ceux qui en subissent les règles? Une transition silencieuse s'amorce, lourde de conséquences. Ce récit propose de comprendre ce qui se joue derrière ces images apparemment éloignées et pourquoi elles convergent vers un même enjeu central. Il ne s'agit pas seulement d'exercice naval ni de manifestations populaires, mais d'un déplacement du centre de gravité de la souveraineté de la terre vers la mer. Le propos est d'examiner comment le contrôle des routes maritimes devient une condition décisive de l'indépendance économique et politique pour des pays longtemps relégués à la périphérie. L'enjeu est concret. Les flux de minerais, de céréales et d'énergie transitent par ces couloirs océaniques et leur sécurisation conditionne les prix, l'accès au marché et la marge de manœuvre diplomatique. À travers le prisme du Burkina Faso et de la lecture qu'en fait Ibrahim Traoré, l'analyse cherche à mesurer ce que ce changement signifie pour les États, pour les entreprises locales et pour les populations. Ce qui est en jeu, en quelques mots, tient en une promesse simple: comprendre comment la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une infrastructure. Un chiffre résume le basculement en cours. En 2026, le tonnage combiné des flottes du BRICS plus engagées dans les manœuvres atlantiques dépasse 350 000 tonnes, soit près du double des exercices comparables menés 5 ans plus tôt dans la même zone. Ce n'est pas une progression marginale, mais un changement d'échelle qui reconfigure la densité stratégique des mers du Sud. Pour Ibrahim Traoré, ce seuil chiffré agit comme une confirmation plutôt qu'une surprise. Il s'inscrit dans une lecture plus large du monde où la souveraineté ne se limite plus aux frontières terrestres. Pendant des décennies, l'Atlantique Sud a fonctionné comme une frontière invisible, régulée par des normes, des sanctions et des contrôles décidés loin des pays riverains. La nouveauté tient au fait que cette frontière devient un espace de coordination active entre acteurs non occidentaux. Le contexte est celui d'un ordre maritime historiquement asymétrique. Les puissances du Nord ont longtemps contrôlé assurances, ports clés et routes logistiques, transformant la mer en prolongement de leur influence économique. Les États du Sud, même indépendants sur le papier, restaient dépendants de ces infrastructures pour exporter, importer et financer leur croissance. Ce déséquilibre a façonné des économies vulnérables aux ruptures d'approvisionnement et aux décisions politiques extérieures. Ce qui change en 2026, c'est la synchronisation des initiatives. Les exercices navals, les accords logistiques et les échanges en devises locales s'imbriquent dans une même dynamique. La mer cesse d'être seulement un espace de passage pour devenir un outil politique. Dans ce cadre, la position défendue par Ibrahim Traoré prend une dimension symbolique. Elle relie la lutte sahélienne pour l'autonomie économique à un mouvement maritime global. Ce mini-révélateur chiffré éclaire ainsi le reste du récit. Derrière les images spectaculaires, un réagencement méthodique des rapports de force est déjà à l'œuvre. Dans ce basculement, Ibrahim Traoré sert de personnage guide non parce qu'il commande des flottes, mais parce qu'il relie des niveaux habituellement séparés. Depuis Ouagadougou, son rôle consiste à traduire une dynamique maritime abstraite en effet tangible pour un pays enclavé. Cette traduction passe par des décisions politiques, mais aussi par des signaux envoyés à d'autres capitales africaines
qui observent attentivement l'expérience burkinabé. Les premiers impacts apparaissent à petite échelle, presque discrètement. Des responsables économiques évoquent une diversification des partenaires logistiques moins dépendante des circuits ou traditionnels. Des accords bilatéraux se dessinent autour de ports tiers, offrant des débouchés indirects mais plus prévisibles. Pour les acteurs locaux, cette évolution réduit une partie de l'incertitude liée aux sanctions et au blocage administratif extérieur. Un exemple revient souvent dans les témoignages. Pour des entreprises minières locales, l'accès à des corridors maritimes protégés, même via des pays voisins, change la structure des coûts et la capacité de négociation. Les volumes restent modestes, mais le signal est clair, la dépendance n'est plus totale. Dans les cercles politiques, cette évolution est perçue comme un apprentissage accéléré de la souveraineté économique, moins spectaculaire que les discours, mais plus durable. Pour Ibrahim Traoré, ces effets précoces confirment une intuition centrale. La souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique par des chaînes logistiques, des contrats renégociés et des alliances fonctionnelles. Ce rôle de médiateur entre idéologie et infrastructure donne au personnage une place particulière dans le récit, celle d'un catalyseur plutôt que d'un stratège naval. Le message implicite est simple et direct, sans accès sécurisé au flux, l'indépendance reste théorique. La séquence des faits s'enclenche sur deux fronts qui, à première vue, ne se touchent pas. Sur le plan maritime, les manœuvres Will for Peace 2026 s'ouvrent comme un exercice technique annoncé dans le langage feutré de la coopération et de la stabilité. Des bâtiments chinois, russes, sud-africains et iraniens entrent en coordination dans l'Atlantique Sud, testant des scénarios de protection de convois et de défense aérienne. Sur le plan terrestre, au Burkina Faso, l'atmosphère reste tendue, marquée par des rumeurs persistantes de déstabilisation politique. L'activation survient lorsque ces deux dynamiques commencent à se répondre. À la veille du 3 janvier 2026, des informations font état d'un projet d'attentat visant le cœur du pouvoir à Ouagadougou. L'objectif présumé est clair, provoquer le chaos, affaiblir la chaîne de commandement et créer un prétexte à une pression extérieure accrue. Mais le déroulement attendu se brise rapidement. La fuite de l'information déclenche non pas une panique, mais un rassemblement spontané de la population autour des symboles de l'État. Le point culminant se joue en quelques heures. Les rues se remplissent avant même tout déploiement militaire visible. Des slogans émergent, des drapeaux improvisés apparaissent et la tension bascule en démonstration de soutien populaire. Ibrahim Traoré se montre brièvement, sans discours élaboré, et ce geste suffit à désamorcer la tentative de déstabilisation. Le complot s'effondre, non par la force armée, mais par la saturation de l'espace public. Dans les analyses ultérieures, un détail frappe. Le financement évoqué, environ 125 000 dollars, paraît dérisoire face à l'ampleur de la mobilisation qu'il a involontairement déclenchée. Les répliques se propagent presque simultanément sur la scène internationale. Tandis que l'épisode burkinabé est commenté comme un signe d'instabilité par certaines chancelleries occidentales, les images des navires du BRICS Plus accostant à Simonstown circulent largement. Deux événements éloignés géographiquement se superposent dans le temps et dans le sens. Ils racontent la même chose, la tentative de reprise de contrôle sur les conditions matérielles de l'indépendance. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré interprète la synchronisation comme un message politique. La terre et la mer deviennent deux volets d'un même dossier. La souveraineté ne se limite plus à résister aux ingérences internes ou aux pressions diplomatiques. Elle s'étend à la capacité de sécuriser des routes, des flux et des partenariats. Les exercices navals cessent alors d'être perçus comme un simple décor lointain.
Ils deviennent le prolongement logistique d'une stabilité intérieure défendue sur le terrain social. Cette ligne des événements, faite d'accélération et de retombées, montre comment une crise locale et une démonstration maritime globale se renforcent mutuellement. Le récit entre dans une nouvelle phase où les chiffres et les données vont désormais donner corps à ce basculement. Avant 2026, le point de référence est clair. Les routes maritimes de l'Atlantique Sud restaient dominées par des flottes occidentales, avec une présence non occidentale marginale et fragmentée. En l'espace d'un an, cette configuration évolue nettement, révélant un déplacement mesurable de l'équilibre maritime. Cette transition ne se lit pas seulement dans les discours politiques, mais dans une série d'indicateurs concrets qui traduisent une modification des pratiques et des flux. Parmi les indicateurs les plus parlants, on peut d'abord regarder le tonnage engagé. Les données compilées par des instituts maritimes africains indiquent que les flottes du BRICS Plus mobilisées lors des manœuvres de 2026 atteignent plus de 350 000 tonnes. Cela représente presque un doublement par rapport aux exercices conjoints menés 5 ans plus tôt dans la même zone. En termes simples, la mer du Sud n'est plus un espace secondaire, mais un théâtre où la masse navale devient visible et continue. Ce volume traduit une densité stratégique accrue et une capacité de présence durable. Un autre indicateur se lie dans la circulation des navires. Les rapports sectoriels soulignent une augmentation de 47% de la proportion de bâtiments non occidentaux traversant les couloirs atlantiques en un an. Cette variation rapide marque une rupture avec une tendance longue, jusque-là relativement stable. Elle indique que les routes ne sont plus seulement empruntées, mais progressivement structurées par de nouveaux acteurs. Cette hausse signale une redistribution de l'accès aux corridors commerciaux clés. Un dernier indicateur tout aussi important concerne la coordination opérationnelle. Entre la fin décembre et janvier, 26 opérations conjointes sont recensées entre navires chinois, russes, sud-africains et iraniens, allant de la défense aérienne à la simulation d'escortes énergétiques. Ce chiffre, limité en apparence, est révélateur d'un changement qualitatif plus que quantitatif. La répétition d'exercices conjoints montre une interopérabilité en construction. Ces données doivent être lues ensemble. Le tonnage mesure la capacité, la circulation mesure l'usage et la coordination mesure l'intention stratégique. Pour Ibrahim Traoré, cette combinaison donne un sens politique aux chiffres. Ils ne prouvent pas une supériorité militaire, mais l'émergence d'une autonomie fonctionnelle, suffisante pour réduire la dépendance aux structures existantes. Un autre ensemble de chiffres attire l'attention des institutions financières internationales. La part des échanges sud-sud réalisés en devises locales progresse de 28% depuis le lancement des initiatives maritimes associées aux BRICS. Ce mouvement reste minoritaire à l'échelle globale, mais il modifie les marges de manœuvre des États concernés face aux sanctions et aux variations monétaires. Cette évolution réduit l'exposition directe aux instruments financiers dominants. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait sembler insuffisant pour parler de basculement. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Les chiffres cessent d'être des abstractions pour devenir des preuves d'un changement de méthode. La souveraineté, telle que la conçoit Ibrahim Traoré, s'inscrit ici dans une logique mesurable. Contrôler assez de flux pour ne plus subir entièrement les règles fixées ailleurs. À ce stade du récit, les données ne ferment pas le débat. Elles l'ouvrent sur une question centrale. Jusqu'où cette dynamique peut-elle tenir face aux réactions et aux contraintes extérieures? Les critiques les plus structurées viennent des observateurs occidentaux qui reconnaissent la montée en visibilité du BRICS ⁇ tout en minimisant la portée stratégique. Leur premier argument repose sur la comparaison brute des flottes.
Les marines occidentales, et en particulier américaines, conservent un avantage massif en nombre de bâtiments, en technologie embarquée et en capacité de projection globale. À leurs yeux, quelques dizaines de navires coordonnés dans l'Atlantique Sud ne sauraient rivaliser avec des dispositifs déployés depuis des décennies. Un second argument concerne la dépendance économique. Selon cette lecture, les pays du Sud resteraient liés aux chaînes de valeur technologiques du Nord, qu'il s'agisse de composants électroniques, de systèmes de communication ou de maintenance lourde. Sans cet apport, les initiatives maritimes émergentes seraient vouées à l'essoufflement rapide. La souveraineté défendue ne serait alors qu'une illusion temporaire, vulnérable à la moindre rupture d'approvisionnement. Ces critiques sont fondées sur des constats réels, mais elles passent à côté de la nature du changement observé. La réponse associée à la vision d'Ibrahim Traoré ne cherche pas la parité militaire, mais la suffisance fonctionnelle. L'objectif n'est pas de remplacer une hégémonie par une autre, mais de réduire la capacité de blocage exercée par un acteur unique. Dans ce cadre, l'efficacité se mesure moins à la taille totale des flottes qu'à leur aptitude à sécuriser des corridors précis. Sur le plan technologique, les données montrent une diversification progressive. La Chine fournit déjà une part majoritaire des composants utilisés dans certains systèmes de drones sahéliens, tandis que l'Inde participe à la maintenance de réseaux de communication associés aux initiatives maritimes du BRICS. Cette pluralité de sources ne supprime pas la dépendance, mais elle la redistribue. Enfin, l'argument décisif tient à la cohésion politique. Là où les critiques voient une alliance fragile, les promoteurs du mouvement soulignent la synchronisation des décisions et des investissements. Chaque exercice conjoint, chaque accord logistique ajoute un maillon à une chaîne encore incomplète mais en croissance. La controverse révèle ainsi un décalage de grille de lecture. Les sceptiques évaluent le présent avec les outils du passé. La réponse portée par Ibrahim Traoré insiste sur un futur où la souveraineté se mesure par la continuité des actes plutôt que par l'accumulation de symboles. Cette phrase, courte et volontairement nue, condense le déplacement stratégique à l'œuvre. Jusque-là, les débats sur la souveraineté sahélienne se concentraient sur la terre, les frontières et la sécurité intérieure. Le milieu du récit marque un renversement. L'essentiel se joue désormais dans l'espace maritime, là où transitent ressources, capitaux et alliances. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation n'est pas théorique. Elle éclaire la cohérence entre les événements terrestres et les initiatives navales observées en 2026. Les manœuvres du BRICS+ cessent d'être un symbole lointain, elles deviennent une extension directe des luttes locales pour l'autonomie économique. La mer, longtemps perçue comme extérieure aux préoccupations sahéliennes, s'intègre dans une vision plus large de la dignité politique. Ce changement de focale modifie aussi la lecture des risques. Les menaces ne prennent plus seulement la forme de coups d'État ou de pression diplomatique, mais de contrôle logistique, de hausse de coûts et de rupture d'accès au marché. En retour, la protection des corridors maritimes apparaît comme une condition préalable à toute stabilité durable. À ce point précis du parcours, le récit bascule. Il ne s'agit plus de savoir si une alternative est souhaitable, mais d'observer comment elle se matérialise déjà. Ibrahim Traoré se positionne alors non comme un acteur isolé, mais comme un point de convergence d'une transformation plus vaste où la souveraineté change d'échelle et de support. Les effets de ce basculement maritime ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se traduisent différemment selon les acteurs concernés, et c'est dans cette diversité d'impact que la portée réelle du mouvement apparaît. Pour Ibrahim Traoré, cette lecture par groupe permet de dépasser le discours idéologique et d'évaluer la transformation à l'échelle du quotidien.
Pour les États, d'abord, l'enjeu est diplomatique et budgétaire. La participation indirecte à des corridors maritimes sécurisés renforce la capacité de négociation face aux partenaires traditionnels. Les sanctions ou pressions politiques conservent un poids, mais leur efficacité diminue lorsque les alternatives logistiques existent. Dans le cas du Burkina Faso, cette évolution soutient une posture plus affirmée sur la scène régionale. L'État ne gagne pas une immunité, mais une marge de manœuvre accrue, ce qui modifie l'équilibre des discussions multilatérales. Pour les entreprises, en particulier les acteurs miniers et agricoles locaux, l'impact est plus immédiat. L'accès à des routes maritimes moins contraintes fait baisser certains coûts de transport et réduit les délais imprévisibles liés au blocage administratif. Des renégociations de contrats deviennent possibles. Dans certains cas, la part des revenus captés localement progresse sensiblement, passant de niveaux symboliques à des proportions plus significatives. Cette amélioration reste inégale, mais elle alimente une dynamique de réinvestissement et de planification à moyen terme. Pour les populations, les conséquences sont ambivalentes. D'un côté, la baisse des coûts logistiques et la diversification des partenaires commerciaux peuvent atténuer certaines tensions sur les prix des biens importés. De l'autre, la transition s'accompagne de risques comme des hausses temporaires, des pénuries ciblées ou une inflation importée. Dans les discours populaires, Ibrahim Traoré est souvent perçu comme celui qui transforme la dignité en mécanisme concret. Mais cette attente s'accompagne d'une vigilance accrue sur les résultats tangibles. Enfin, pour la région, l'effet d'entraînement est notable. Des pays voisins observent l'expérience et s'interrogent sur leur propre exposition aux routes maritimes. Des mouvements citoyens émergent autour de l'idée que la souveraineté économique ne s'arrête pas aux frontières terrestres. Cette diffusion régionale renforce la cohérence du projet, mais elle accroît aussi les tensions avec les acteurs qui voient leur influence contestée. Ainsi, les conséquences ne sont ni uniformes ni immédiates. Elles dessinent un paysage contrasté où chaque groupe ajuste ses attentes. Pour Ibrahim Traoré, ce sont précisément ces ajustements, parfois discrets, qui signalent que le changement est déjà en cours, au-delà des symboles et des déclarations. À l'horizon d'un an, l'évolution de cette dynamique peut suivre plusieurs trajectoires sans qu'aucune ne s'impose de manière certaine. Une trajectoire, sans doute la plus probable, repose sur une continuité maîtrisée. Les exercices navals du BRICS Plus se poursuivent sous un format élargi mais prudent, intégrant progressivement de nouveaux partenaires sans rupture spectaculaire. Les corridors maritimes sécurisés s'étendent vers l'océan Indien, tandis que les tensions avec les puissances occidentales demeurent contenues dans le registre diplomatique. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso consolide son rôle de pivot idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme une figure régionale plus que comme un provocateur. Dans une version plus optimiste, l'évolution suppose une accélération. De nouveaux États rejoignent la coopération maritime, apportant des ressources complémentaires et des routes stratégiques. Une reconnaissance institutionnelle émerge par exemple sous la forme d'un cadre africain commun sur la souveraineté maritime partagée. Cette légitimation réduit l'incertitude juridique et encourage les investissements sud-sud. Les marchés régionaux gagnent en stabilité et l'effet d'entraînement renforce la confiance des acteurs économiques locaux. Dans ce contexte, la vision portée par Ibrahim Traoré trouve un écho plus large, dépassant le seul cadre sahélien. Dans une version plus pessimiste, on envisage une réaction plus brutale. Des sanctions financières ciblées se multiplient, les chaînes d'approvisionnement se tendent et les initiatives maritimes sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence cherche à isoler les figures les plus visibles du mouvement. La cohésion interne du bloc s'effrite sous la pression
et certains États privilégient un repli national pour limiter les coûts. Cette trajectoire n'annule pas les acquis, mais elle ralentit fortement la dynamique et accroît les risques sociaux à court terme. Entre ces trois voies, la réalité combinera probablement des éléments de chacune. La recommandation centrale n'est pas de parier sur un scénario unique, mais de raisonner en conditions. Si la coordination se renforce, les bénéfices s'accumulent. Si les tensions dominent, la résilience dépendra de la capacité à maintenir des flux minimaux. Cette approche pragmatique reflète la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Avancer sans certitude, mais sans renoncer à structurer l'élan. À mesure que ces transformations se déploient, leur impact ne reste pas cantonné au cercle diplomatique ou économique. Il descend progressivement vers le quotidien des populations, avec des effets perceptibles mais inégaux. Pour de nombreux citoyens, la question n'est pas de savoir si l'ordre mondial change, mais si ce changement améliore concrètement les conditions de vie. Pour les ménages urbains, l'un des premiers signaux concerne l'approvisionnement. La diversification des routes commerciales peut réduire certaines ruptures et stabiliser l'accès à des biens essentiels. Toutefois, cette phase de transition s'accompagne souvent de tensions temporaires sur les prix, liées à l'ajustement des circuits et aux réactions extérieures. Le bénéfice est donc progressif, parfois difficile à distinguer de l'inflation globale. Dans les zones rurales, l'effet est plus indirect. Les producteurs agricoles peuvent donc bénéficier d'un accès plus prévisible au marché d'exportation, ce qui renforce la valeur de leur production. Mais cette opportunité dépend de la capacité des infrastructures locales à se connecter aux nouveaux corridors. Sans investissement complémentaire, la promesse reste partielle. Pour les jeunes, enfin, la dimension symbolique joue un rôle central. Le discours porté par Ibrahim Traoré autour de la dignité et de la souveraineté nourrit un sentiment d'appartenance et de projection. Il ouvre un espace d'imagination politique où l'avenir n'est plus pensé uniquement en termes d'émigration ou de dépendance. Cette mobilisation symbolique ne se traduit pas immédiatement en emploi, mais elle influence les attentes et les choix. Ces effets proches montrent que la transformation en cours n'est ni abstraite ni uniforme. Elle s'inscrit dans des temporalités différentes selon les groupes. Comprendre ces décalages est essentiel pour éviter les désillusions et ajuster les politiques publiques. La souveraineté, lorsqu'elle touche au quotidien, devient une question de patience autant que de volonté. À ce stade, la question n'est plus seulement d'identifier un mouvement, mais de le structurer dans le temps. Une feuille de route pragmatique se dessine autour de plusieurs axes complémentaires, pensés pour transformer l'élan politique en mécanisme durable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central consiste à passer d'une logique de réaction à une logique d'architecture. Un axe essentiel concerne la sécurisation continue des corridors maritimes. Les exercices ponctuels doivent évoluer vers un dispositif permanent de veille, de coordination et de secours, placé sous un mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas la projection de puissance, mais la garantie minimale de circulation pour les échanges essentiels. Cette continuité réduit l'incertitude et renforce la crédibilité des partenaires impliqués. Un autre axe porte sur la formation. La création d'un pôle maritime régional reliant plusieurs académies africaines permettrait de former des officiers, des ingénieurs et des logisticiens capables d'opérer à la fois dans les domaines de la sécurité et du commerce. Sans compétences locales, la souveraineté reste dépendante de savoir-faire extérieurs. Un troisième volet touche au cadre économique. Institutionnaliser une charte des ressources souveraines défendue par Ibrahim Traoré viserait à garantir une majorité de valeurs captées localement, qu'il s'agisse de ressources terrestres ou maritimes. Ce principe donne une cohérence juridique aux renégociations de contrats.
Enfin, un réseau de communication sud-sud permettrait de partager données, innovations et signaux d'alerte en dehors des filtres dominants. Cette infrastructure immatérielle est souvent sous-estimée alors qu'elle conditionne la rapidité de réaction. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle propose une méthode. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se proclame pas, elle se construit pas à pas avec des indicateurs clairs et des responsabilités partagées. Le récit revient alors à des images plus simples, presque silencieuses, qui donnent chair à l'ensemble. Un quai africain au coucher du soleil, des conteneurs hissés lentement, des pêcheurs observant des navires étrangers passer non pour surveiller, mais pour sécuriser. Ces scènes ordinaires résument mieux que de longs discours ce qui est en jeu. La souveraineté cesse d'être une abstraction pour devenir une expérience vécue, perceptible dans les gestes et les regards. Ibrahim Traoré apparaît ici en filigrane, non comme un héros isolé, mais comme le témoin d'un déplacement collectif. Ce qu'il a porté depuis le Sahel, l'idée que la dignité peut se traduire en système concret, trouve un écho jusque sur les routes maritimes. La terre et la mer, longtemps pensées séparément, se rejoignent dans une même architecture politique. L'émotion ne naît pas de la puissance affichée, mais de la cohérence retrouvée entre le discours et l'action. Cette cohérence reste fragile, exposée aux contraintes économiques et aux tensions extérieures. Pourtant, quelque chose s'est ancré. Les populations ne regardent le plus uniquement vers le nord pour chercher un modèle. Elles regardent l'horizon pour y projeter le leur. Dans cette perspective, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré rappelle une leçon simple et exigeante. La souveraineté n'est pas un moment spectaculaire, mais une continuité patiente, faite de choix répétés et assumés. À l'issue de ce parcours, il ne reste ni certitude absolue, ni conclusion fermée. Ce qui demeure, c'est une invitation à réfléchir collectivement à la manière dont la souveraineté se construit et se partage. L'expérience décrite ne concerne pas uniquement des dirigeants ou des institutions lointaines. Elle interroge la responsabilité de chacun face aux choix économiques, politiques et symboliques qui façonnent l'avenir commun. Dans ce récit, Ibrahim Traoré incarne une posture plus qu'un modèle figé, celle d'un acteur qui accepte l'incertitude mais refuse l'immobilisme. La coopération devient alors une forme de résistance pragmatique et la souveraineté un espace à habiter plutôt qu'un drapeau à brandir. Cette lecture n'impose pas une adhésion, elle propose un cadre de discussion. La question ouverte s'adresse au public autant qu'aux décideurs. Si les maires cessent d'appartenir à un seul centre de pouvoir, comment organiser leur protection sans reproduire les logiques de domination passées? Et plus largement, quelle part du monde chacun est prêt à défendre, non par la force, mais par des choix durables et partagés? C'est dans ce débat, plus que dans les symboles, que se jouera la suite.